Valérie Bordry, les voix de l'environnement. C'était l'annonce surprise du président de la République Emmanuel Macron en début de semaine. Un référendum constitutionnel qui vise à introduire les notions de biodiversité, d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1er de la Constitution. C'était une demande de la Convention citoyenne pour le climat. A priori, Emmanuel Macron n'est pas contre. Est-ce que c'est un vrai progrès ou est-ce que c'est un gadget? D'abord, c'est pas demain qu'on ira aux urnes. Il faut que le même texte soit d'abord adopté dans les mêmes termes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron devra se mettre d'accord avec la droite. Mais malgré tout, introduire le climat dans l'article 1er de la Constitution, est-ce une bonne idée ou pas? On en parle tout de suite avec nos invités. Nos invités, dont Morad Aïtabouche, comme toutes les semaines. Bonsoir à vous, Morad. Bonsoir, Jean-Marie. Vous êtes le réalisateur de la série Sale temps pour la planète. C'est publié chez France 5. Vous êtes aussi le vice-président du syndicat des agences de presse. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Clément Sénéchal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et soyez le bienvenu également sur Sud Radio, chargé de campagne pour le climat à Greenpeace. Première question, peut-être qui appellera une réponse courte, on aura le temps d'y revenir ensuite, Clément Sénéchal. D'abord, avez-vous été surpris par cette annonce d'Emmanuel Macron en début de semaine ? Non, on n'a pas été spécialement surpris, mais Emmanuel Macron tente un coup de poker pour faire oublier les jokers. Il s'était engagé à reprendre sans filtre l'ensemble des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Aujourd'hui, ces jokers qui étaient censés être l'exception sont devenus la règle. La plupart des mesures structurantes de la Convention citoyenne pour le climat sont tout simplement lessivées ou enterrées. Et donc Emmanuel Macron se retrouve pris au piège avec des citoyens qui ne sont pas contents, qui lui demandent des comptes. Donc la seule manière pour lui de s'en sortir, c'était de proposer ce référendum pour faire diversion, pour amuser la galerie, pour occuper le terrain. Mais c'est pas ça qui fera diminuer les émissions de gaz à effet de serre à court terme. D'abord parce que le texte doit être voté dans les mêmes termes par les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et il n'a pas la majorité, comme ça a été dit, au Sénat. Ensuite, l'État a déjà des obligations de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'il est obligé de faire, que ce soit via la Charte de l'environnement, en vertu de la Charte de l'environnement qui fait partie du bloc constitutionnel, que ce soit en vertu des directives européennes qui obligent l'État français, ou que ce soit en vertu de l'accord de Paris, qui est un traité international, donc au sommet des normes. Voilà, absolument. Et le Conseil d'État a demandé d'ailleurs, il y a quelques semaines, à l'État de nous expliquer comment concrètement il comptait s'y prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Du coup, je reste sur ces mots. Vos premiers mots. 2030. Oui, ça c'est l'objectif de la France, réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Je reste sur les mots que vous avez employés, qui sont assez forts. Amuser la galerie, diversion, joker. Est-ce que vous les partagez, Morad Aïtabouche ? Non, moi je pense que c'est à la fois un coup de com', un coup politique de la part d'Emmanuel Macron. Là-dessus, vous êtes d'accord ? Là-dessus, on est plutôt d'accord. Mais encore une fois, je trouve que c'est intéressant de remettre ça évidemment dans le débat, parce que plus on en parle, plus on peut faire de la pédagogie, plus on peut rappeler à Emmanuel Macron, à son gouvernement, plus on peut rappeler aux différentes autorités depuis au moins 30 ou 40 ans leurs engagements, parce qu'il ne faut pas oublier que Jacques Chirac, au sommet à Johannesburg, avait dit la maison brûle et on regarde à côté. Nicolas Sarkozy, lui, avait fait le Grenelle de l'environnement. Bon, des engagements, des paroles qui sont un peu parties comme ça. On parlera de Emmanuel Macron et la Convention citoyenne. Mec de planète Greta Again, on attend toujours que les paroles puissent enfin déboucher sur des actes. Donc là, un référendum, moi je crois plutôt que c'est un risque politique pour Emmanuel Macron, parce que, grosso modo, imaginons simplement le scénario où les Français disent non, on a d'autres préoccupations. On l'a vu avec les Gilets jaunes. On a d'autres préoccupations quotidiennes. L'environnement, et Dieu sait si pour moi c'est une préoccupation importante, ça ne l'est pas forcément pour tous les Français. Donc il y a un risque politique quand même pour Emmanuel Macron. Clément Sénéchal, partons déjà dans ce premier scénario. Les deux chambres tombent d'accord, on soumet le projet au référendum, que la droite veuille voter pour ou contre. Est-ce qu'il y a un risque d'abord que, c'est vrai, pourquoi pas, les Français votent non en disant écoutez, c'est pas la priorité de changer la Constitution?
Bah oui, parce que Emmanuel Macron essaye d'enfermer le débat climatique dans une logique plébiscitaire, alors que lui-même a un bilan désastreux sur le climat. Donc en fait, on est en train un peu de prendre en otage ce sujet pour sur des logiques purement de politique politicienne. Et le débat climatique mérite mieux que ça. Là, j'entends que ça fait du débat, etc. Ça fait le protocole de Kyoto, par exemple, qui est un traité international pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, a été signé il y a 15 ans. Les émissions mondiales continuent d'augmenter. Et la France continue d'émettre chaque jour beaucoup plus de gaz à effet de serre dans comme beaucoup d'autres pays, sinon la plupart. Comme d'autres pays, qu'est-ce qu'elle est contrainte de faire suivant ses propres objectifs. Seulement la France, comme d'autres pays, vous dites, la France réduit moins vite, 4 fois moins vite ses émissions de gaz à effet de serre que la moyenne européenne. Et elle les réduit moins vite même que l'ensemble des pays du G20, que la moyenne des pays du G20, parmi lesquels on compte les plus gros pollueurs de la planète. Donc la France est en perte de vitesse, en fait. Elle est en train de décrocher sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce sont des actes, d'autant plus que la majorité des Français, sondage après sondage, nous montrent que le climat fait partie désormais de leurs priorités politique. Donc maintenant, ce sont des actes. Et il y avait des actes qui étaient proposés par la Convention citoyenne pour le climat. C'était par exemple les éco-conditionnalités aux grandes entreprises qui ramassent des milliards d'argent public dans le plan de relance. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de leur assigner des objectifs contraignants de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle que le CAC 40 a une empreinte carbone similaire à un pays comme la Russie et qu'on a 4 multinationales en France qui a une empreinte carbone supérieure au territoire national français. J'imagine. Total et Crédit Agricole, la Société Générale et la troisième banque qui est la banque. La BNP Paribas en toute logique. BNP, par déduction, c'était logique, effectivement. La BNP. Et ça, pour vous, en tout cas, si je reviens au fait, pour vous, la modification de l'article 1er de la Constitution, ça changerait rien. Je vais vous laisser y répondre, Morad. Non, ça ne changera rien. D'abord, il y a la charte pour l'environnement qui existe déjà. Le problème, c'est toujours le même. C'est les lobbies. Les lobbies qui, malheureusement, empêchent aujourd'hui des vraies dispositions. Et d'ailleurs, les 150 propositions, quand on les regarde une à une, de la Convention citoyenne, des 150 citoyens qui avaient ensemble réfléchi pendant des semaines, franchement, il y a de très belles idées qui pourraient être très vite mises en place. Le problème, c'est ces lobbies. On en parle. Vous, les parlementaires, avec ou sans lobby, qui ont jugé et qui n'ont pas forcément jugé nécessaire qu'elle soit appliquée. Ils sont élus, les parlementaires, quand même, Morad. Oui, ils sont élus. On ne va pas m'empêcher de dire et de penser que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Ça, c'est autre chose. Que parfois aussi, ils sont un tout petit peu pieds et poings liés. On sait qu'aux États-Unis, il y a une vraie transparence. Les lobbies existent et on sait qu'ils existent parce qu'ils sont obligés d'être déclarés. En France, c'est un peu plus vicieux, un peu plus sournois. Je vais retourner cet argument. Là le danger. Je vais peut-être retourner votre argument à tous les deux, ne serait-ce que pour me faire l'avocat du diable, Clément Sénéchal et Morad Haït-Abouche. Partons du principe quand même qu'en France et en démocratie, le lobby le plus puissant, c'est quand même celui des électeurs. C'est eux qui peuvent renverser la table. Est-ce que n'importe quel gouvernement ne se sentira pas davantage lié par ses engagements si jamais les Français votent à la majorité d'entre eux pour inscrire le climat dans la Constitution? Clément Sénéchal. Non, je ne pense pas. Encore une fois, il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui tient l'État comptable des objectifs qu'il s'est donnés. Sauf que là, les Français leur auraient rappelé. Sauf que là, les Français, s'ils votent oui, leur rappelleraient que pour eux, c'est important, si jamais ils votent oui. Oui, très bien, sauf que ce sera un pas supplémentaire. Mais on sait déjà que c'est important pour les Français. Et encore une fois, la classe politique est quand même obligé aujourd'hui de respecter les objectifs officiels du pays. Sinon, il y a un gros problème de crédibilité de la parole publique. Et donc, ce qui entraîne un problème de démocratie et de rapport à l'intérêt général qui est majeur aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs, je fais une parenthèse, à se rendre sur le site de Greenpeace pour aller voter un nouveau prix politique qui est le prix des boulets du climat. Et on trouvera notamment nommé Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Tout le gouvernement. Et tant d'autres. Pas tant, il m'en a fait une petite sélection, mais la compétition effectivement est relevée, il y avait beaucoup de concurrence, et ils trouveront un bilan très instruit des faits et gestes de ces décideurs politiques. Et un boulet du climat, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est un dirigeant politique qui, à force de reniement, de renoncement, plombe
l'agenda climatique et nous tire tous vers le fond. Du point de vue, en tout cas, de Greenpeace, vous voterez oui, vous, Morad Aytabouch, si jamais ce référendum a lieu? Clairement, je voterai oui. Et vous encore voterez? une fois, oui, je voterai pour justement débattre et encore et rappeler à la France ses engagements, mais pas seulement, à l'Europe aussi ses engagements et au monde. Et je suis très content qu'aujourd'hui Joe Biden ait été élu, parce qu'enfin, on va pouvoir peut-être imaginer que les Américains vont revenir sur leur décision de se retirer des accords de la COP21. Décision qui avait été prise par Donald Trump. C'est une décision, encore une fois, qui est citoyenne. Le monde entier a besoin d'une planète qui respire et qui respire bien. C'est l'économie, c'est notre vie quotidienne, c'est l'avenir de nos enfants. Encore une fois, c'est peut-être pour certains de 20 mots, mais je suis désolé, mais à un moment, il va falloir aussi que les mots qui sont martelés, y compris par les autorités partout dans le monde, aient des répercussions en actes. Et en un mot, vous, Clément Sénéchal, est-ce que vous irez voter? Est-ce que vous appellerez à voter? Est-ce que vous voterez oui si jamais, malgré tout, ce référendum a lieu? Sans doute. Après, il y a une question qui concerne l'énoncé du texte. C'est-à-dire que ce qui est retenu aujourd'hui dans la formulation des conventionnels, c'est la République garantie. Alors la République, on ne sait pas très bien ce que c'est la République. Qui est-ce que ça oblige exactement la République? Donc il aurait fallu mettre l'État, et là on créait du droit opposable effectivement à l'administration et à l'exécutif. Donc déjà il y a un problème, il y a un vice de forme initial dans l'énoncé qui est proposé par la Convention citoyenne pour le climat. Sachant que de toute façon, avant qu'on vote, ce sera quand même, on le rappelle, à l'Assemblée nationale et au Sénat de se mettre d'accord dans les mêmes termes, avec les mêmes mots exacts, et ensuite de soumettre ce texte à l'approbation des Français si référendum il y a in fine. Merci à vous, Clément Sénéchal, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le chargé de campagne pour le climat de Greenpeace. La suite, tout de suite d'ailleurs, des vraies voix qui font bouger la France, avec Morad Aytabouch qui reste avec nous. Une nouvelle chronique que nous appellerons malheureusement, parce que par les temps qui courent, nous sommes obligés de le faire. Il faut raconter ce qui se passe dans le pays. Une semaine à l'hôpital, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas forcément, Morad Aytabouch, depuis des mois, depuis le début de la première vague, vous tournez un documentaire dans plusieurs hôpitaux d'Île-de-France, justement au contact du personnel soignant, au contact également des malades du coronavirus. Aujourd'hui, vous voulez nous raconter l'histoire d'un patient. Une belle histoire. Il y en a aussi. Les histoires du coronavirus peuvent se terminer aussi très bien, la preuve. Il y a à peu près un mois et demi, quand à Pompidou, au service de réanimation médicale, j'avais rencontré virtuellement, dans le sens où effectivement, la personne dont je vais vous parler là, le patient, était endormi, il était sous coma artificiel, il était en détresse respiratoire aiguë, donc a priori, il était intubé, ventilé, il ne pouvait pas parler, il n'était pas conscient. Et je l'ai rencontré, et pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'en fait, il y a eu un traitement qui lui a été proposé. Sa femme a accepté qu'il puisse suivre ce traitement. Ce traitement, c'était grâce aux cellules souches du professeur Ménacher, entre autres, de la PHP, des 2 hôpitaux de Paris. Et on ne sait pas, puisque c'est en double aveugle, donc on ne sait pas si lui a pu bénéficier de ce traitement. Mais en tout cas, s'il était dans le bras placebo, c'est-à-dire avec un faux traitement, ou alors avec le vrai. En tout cas, ça a marché. 18 jours d'intubation. 18 jours de coma. Sous respirateur artificiel. À la fin, je peux vous garantir, au bout de 18 jours, quand je l'ai vu pour la première fois extubé, donc sans ce tuyau pour pouvoir respirer, tout seul. Je l'ai vu, il a perdu tous ses muscles, il était incapable même de lever un petit doigt, de lever un pied. Plusieurs semaines de coma, c'est un enfer. Eh bien, hier, il est sorti de médecine interne, où il avait été ensuite transféré. Et il est sorti avec le sourire. Et il est sorti pour aller au moins une semaine, on l'espère, il pourra passer les fêtes avec sa famille, en centre de rééducation. Il va pouvoir réapprendre tous les gestes, mais rien qu'hier, quand on l'a vu avec tous les personnels soignants qui se sont occupés, et je dirais quand même un mot tout à l'heure sur les personnels soignants qui sont exceptionnels, je peux vous garantir, quand on l'a vu partir, il y avait à la fois du soulagement pour le patient, mais aussi pour tous les personnels soignants. Pourquoi? Parce que moralement, ça fait un bien fou. Parce que aussi, c'est quelque part le travail incroyable qu'ils font tous les jours auprès de ces patients finit par payer. Que ce soit en réanimation, je peux vous garantir, il y a 4 jours, j'ai vu un massage cardiaque, une personne qui a priori était perdue pour la science, qui a été réanimée et qui aujourd'hui va un peu mieux. Il y a des histoires très belles. Il y a aussi, et il faut quand même le rappeler, tous les jours encore,
morts, Évidemment. en réanimation à Pompidou, en médecine interne, 2 ce matin positifs au Covid qui ont été hospitalisés. Donc le virus circule encore, la preuve, le président Macron aujourd'hui est positif, et c'est encore un danger. Et essayons de soulager les personnels soignants qui ont eux aussi envie de souffler, qui ont eux aussi envie d'un Noël tranquille en famille. Ce qu'ils n'auront pas cette année malheureusement pour eux, parce que malgré tout nous sommes toujours dans la deuxième vague. Il y a eu 17 000 nouveaux cas de contamination au coronavirus hier. C'était sans compter Emmanuel Macron et tous ceux d'aujourd'hui qui seront annoncés dans quelques minutes par Santé publique France. La France a dépassé effectivement les 50 000 victimes comptabilisées de cette maladie à Covid-19 depuis le mois de février dernier. Je peux vous garantir que en réanimation médicale, quand vous voyez arriver les brancardiers avec un rectangle, avec 4 planches gris, et vous comprenez ce qui se passe, parce que dans la chambre numéro 8, ce que j'ai vu, une personne qui était arrivée la veille, Covid positif aussi, dans un linceul qui était jaune, puisque ce sont des draps, qu'il est transféré directement dans le brancard et du brancard à la morgue. Je peux vous dire que derrière, vous n'avez absolument pas envie de sortir sans masque, sans aucune protection, et vous avez qu'une seule envie, c'est de vous laver les mains, faire très attention et de respecter la distanciation sociale. C'est bête que de le répéter. Et c'est important en tout cas de rappeler, sauve des vies. Et c'est important en tout cas de rappeler que c'est ce que traverse le personnel soignant depuis maintenant des mois et des mois, quasiment. Un mot juste d'une infirmière qui va arrêter justement la réanimation le 21 janvier. Elle m'a dit, pendant la première vague, j'ai eu un genou à terre. Pendant la deuxième vague, j'ai eu le deuxième genou à terre. Et elle arrête le 21 janvier. Et elle arrête le 21 janvier. Elle a besoin de souffler. Elle a besoin, de voir autre chose parce qu'elle n'en peut plus. Et des personnes comme elle qui se sont investies, mais quasi 12 heures sur 24, parce que c'est des sessions de 12 heures avec des gens qui vont mieux, d'autres qui vont plus mal, d'autres qui s'aggravent, et constamment c'est comme ça, c'est un yo-yo, c'est terrible. Et en même temps, mais franchement, je leur tire mon chapeau à chaque fois, je leur dis et je le répète, bravo mesdames, bravo messieurs, et continuez de sauver des vies, et surtout de chercher qu'on trouve enfin cette parade au coronavirus. On finira par en sortir, on espère. En tout cas, merci à vous, Morad Aïtabo. Je le rappelle, réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5. On verra sur quel canal plus tard sera diffusé le documentaire que vous êtes en train de tourner sur le coronavirus dans les hôpitaux franciliens. Vous êtes par ailleurs vice-président du syndicat des agences de presse de ce pays. Excusez-moi du peu. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Place à Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses 2 invités, notamment Cyril Chiche, le cofondateur de l'application Lydia. Vous êtes peut-être un certain nombre à vous en servir tous les jours pour rembourser un ami qui vous a dépanné la veille. C'est dans un instant sur Sud Radio.